Dans cette vidéo, j'accueille David Fellman, qui est dirigeant d'un joli cabinet de conseil. Ça fait un moment maintenant qu'on se connaît, on a bossé ensemble par le passé, et c'est quelqu'un de super inspirant. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'invite sur ma chaîne pour que tu tires des leçons de son parcours, de son succès, des obstacles qu'il a rencontrés. Et il y a vraiment des pépites tout au long de l'interview, donc je t'invite à la regarder, à l'écouter jusqu'à la fin. Juste avant de te laisser avec la vidéo, je t'invite à mettre un gros pouce pour me montrer que ce genre de contenu te plaît, comme ça me poussera à faire d'autres interviews de ce genre. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça risque de te plaire. Active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus, je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour en tant qu'agence, dirigeant d'agence, coach, consultant, formateur, freelance, bref, en tant que prestataire de service, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 heures un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc, si tu veux passer au niveau supérieur dans ton business, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te laisse tout de suite avec l'interview. Bonjour David, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Yann, je suis David Feldman, je suis le fondateur et le dirigeant d'une société de conseil et d'accompagnement de projets de transformation numérique qui s'appelle DFC Partners. Ouais, super. Ben, alors moi, je t'ai invité parce qu'on se connaît depuis un moment et je trouve ton parcours super inspirant et je pense que tu as pas mal de choses à partager. Est-ce que tu peux déjà commencer par préciser en quoi consiste le travail de DFC, s'il te plaît? DFC Partners, c'est une société qui a dédié sa mission à l'optimisation de l'efficience des projets de transformation numérique. L'efficience, c'est l'équilibre entre les moyens engagés et les résultats obtenus. C'est un vrai problème dans l'industrie de l'informatique en général et dans les projets de transformation numérique. Il y a énormément de dérives qui, qui conduisent à énormément de pertes financières. Et donc, nous avons décidé de nous attaquer à ce sujet au travers de deux activités assez classiques et une activité un peu moins classique. Nous accompagnons des projets, nous pilotons des projets de A à Z. Alors, on le fait avec une orientation, bien entendu, basée sur le risque, très orientée sur le risque, la gestion, le pilotage par les risques, parce qu'on en parlera peut-être à l'occasion de notre échange. Il y a un petit moment maintenant, j'ai modélisé les causes de dérive et d'échec des projets informatiques. Nous avons aussi une activité où nous renforçons les équipes de nos clients avec des consultants, avec une communauté de consultants indépendants que l'on construit, qu'on développe depuis 2016. Et puis, nous avons une troisième activité où nous sommes maintenant devenus, nous dirigeons vers l'édition de logiciels, puisque nous avons développé deux solutions d'optimisation de l'efficience, d'une part des portefeuilles de projets numériques, donc une solution basée sur l'intelligence artificielle, et une solution de cadrage des risques projets où on a travaillé sur on a amélioré la matrice des causes de dérive et d'échec des projets que j'avais créé il y a maintenant plus de 10 ans, et donc, on a un outil de cadrage des projets et de suivi des projets pendant tout leur cycle de vie pour être proactif sur la gestion des risques. D'accord, ouais, vous avez une activité assez globale, c'est super intéressant. On va creuser certains points. Est-ce que tu peux déjà préciser un peu en quoi consiste ta méthode qui est basée sur trois piliers, évaluer, cadrer, etc., pour qu'on puisse un peu comprendre comment est-ce que tu t'y prends avec tes clients pour les aider sur leurs problématiques IT? Alors, sur leur problématique IT, donc nous, on est vraiment spécialisé sur les métiers de la chefferie de projet. Et on est vraiment spécialisé sur la chefferie de projet, c'est-à-dire direction de programme, directeur de projet, chef de projet, pour ce qui est de ce que l'on appelle pour les initiés le cycle en V d'un projet. Mais maintenant, il y a depuis maintenant plusieurs années ce qu'on appelle aussi l'approche agile, qui est une autre façon de manager les projets informatiques. Et là, c'est des métiers comme Scrum Master, Product Owner, PMO. PMO, c'était vrai aussi pour le cycle en V. Voilà. Donc, nous, on est spécialisé là-dedans. Et vraiment, notre méthode consiste à dire que les causes de dérive et d'échec des projets informatiques sont connues, maîtrisées. Tout le monde connaît ces causes. Et
Donc, ce travail que j'ai fait il y a quelques années de les modéliser dans une matrice qui, lorsque je l'ai créé en 2006-2007, comptait, on va dire, entre 30 et 40 causes classées dans 5 causes principales. Aujourd'hui, par exemple, notre matrice de facteurs de succès des projets, c'est plus de 200 facteurs. Et donc, l'idée, voilà, c'est donc de modéliser tout ça et de croiser ces risques en mettant dessus des poids pour identifier vraiment de manière très proactive ce qui va faire dériver le projet. Et de manière proactive et à la fois très froide aussi, parce que le problème dans les projets informatiques et pas que, c'est souvent l'humain, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'humain pour réussir, mais l'humain est pétri de biais cognitifs. Et donc, on essaye d'apporter aujourd'hui cette vision froide, j'aime le dire comme ça, pour la contrebalancer avec l'humain, comme une aide à la décision, pour vraiment mettre en place le plus tôt possible sur le projet les mesures de remédiation. Parce que c'est bien ça qui est l'enjeu, Yann, c'est que, comme je te l'ai dit, la plupart des causes de dérive des projets sont connues, mais en revanche, la façon de les gérer, la façon de les maîtriser, c'est peut-être là où il faut faire la différence. Voilà, D'accord. donc là, vraiment la méthode est basée là-dessus, et que ce soit en management de projet ou que ce soit lorsque on met chez les clients, on délègue chez les clients des consultants pour travailler sur leur projet, notre volonté, c'est vraiment que ces consultants, quand bien même ils sont indépendants, disposent des outils, de la méthode, de Mhm. cette logique pour faire la différence sur le terrain. D'accord. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ton modèle parce que tu t'expliques notamment sur ton site que DFC n'est ni un ESN ni une plateforme. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce modèle qui est assez unique, assez original dans le domaine? C'est à la fois un modèle qui est un modèle économique, mais c'est d'abord un modèle humain. Euh, on va prendre un peu de temps, mais il faut que je t'explique ça. Euh, Moi, il se trouve que déjà, j'ai pas choisi d'être entrepreneur. Je me suis trouvé dans l'obligation de créer ma société après avoir démissionné dans un cabinet où j'avais fait une partie de ma carrière. On l'expliquera peut-être. Et donc, ensuite, j'ai eu pas mal de vicissitudes avec des associations ratées. On en parlera peut-être aussi. Oui. Et à un moment, j'ai compris qu'il fallait que je construise une société dans laquelle je pourrais évoluer, dans laquelle je me sentirais bien. Et j'étais indépendant. Moi, j'ai commencé comme indépendant. Alors, Mhm. j'ai commencé en 2010, donc autant te dire qu'en 2010, on parlait pas de l'indépendant ou du freelancing comme on en parle maintenant. Et donc, Oui. j'ai commencé sans savoir que j'étais indépendant. Simplement, je me créais l'activité. Bon, je suis allé voir un expert comptable. Il m'a dit, il faut que faut créer une société. J'ai créé une société, tu vois. Mhm. Mais, euh, mais je savais que vraiment, il fallait que je m'entoure de personnes qui allaient s'inscrire dans le même chemin que moi, dans les mêmes valeurs. Et donc, j'ai construit la société autour de ces valeurs-là, qui sont des valeurs éminemment humanistes. Alors, je le dis, j'assume aussi le fait que je suis un hypersensible. Je l'assume complètement. Ça a été des moments dans ma vie parfois difficiles, mais j'ai appris à maîtriser cette hypersensibilité. Aujourd'hui, on en fait une force chez DFC Partners et on l'assume complètement. Et donc, cette hypersensibilité fait que je ressens de manière démultipliée plein de choses. Et que effectivement, je ne peux pas travailler avec des personnes toxiques, je ne peux pas travailler avec des personnes méchantes, je ne peux pas travailler avec des personnes impolies, je ne peux pas travailler avec des personnes qui n'ont pas le respect de l'autre. Alors tout le monde me dira, bah oui, mais comme tout le monde, oui, sauf qu'un hypersensible, il est 10 fois, 1000 fois plus impacté par ces sujets-là, ébranlés même, que d'autres personnes qui peut-être vont mieux gérer ce que les émotions que peuvent créer des personnes comme ça. Et donc, tout de suite, j'ai dit, voilà, moi, je veux une société humaniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, les valeurs humaines sont au-delà de toute autre valeur et des valeurs business. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours d'imbriquer les deux, Mhm. mais c'est mon challenge. Ça veut dire que je dois prendre des décisions d'abord par rapport à mon humanisme et après par rapport au business.
que le respect de l'autre est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et je vais te dire, Yann, j'ai redressé des dizaines et des dizaines de projets informatiques. Le respect de l'autre est la base de la réussite, de redressement d'un projet, parce que c'est comme ça que tu crées le lien de confiance, ou que tu recrées le lien de confiance. Que j'avais besoin qu'on me parle vrai, mais avec bienveillance, parce que je ne suis pas en mesure de prendre parfois des vérités énoncées brutalement. C'est un effet de mon hypersensibilité. Donc, parler vrai, oui, j'en ai besoin. Surtout quand on est chef d'entreprise, on a besoin que nos équipes nous disent des vérités, mais avec bienveillance. D'avoir le sens du bon sens. Je ne supporte pas l'injustice, je ne supporte pas l'illogisme. Donc, j'ai besoin qu'on ait le sens du bon sens. J'ai également le besoin d'obtenir des résultats. Donc, on est orienté résultat. On n'est pas là pour tracer des plans sur la comète. On fait du projet, on délivre des projets. Donc, il faut atteindre du résultat. C'est ce que nos clients attendent de nous et qu'on ait un engagement au travail. Je le dis, je l'assume aussi. C'est vrai, je suis aujourd'hui, j'ai 51 ans. Je suis d'une génération où on travaillait beaucoup. Ça arrive encore parfois, même à la jeune génération, de travailler beaucoup, mais j'aime travailler. J'aime travailler beaucoup. Et donc, c'est vrai que j'aime bien aussi qu'il y ait cet engagement au travail. C'est d'abord ça qui fonde DFC Partners. C'est tous les jours que je parle parce que je suis le garant de cela chez DFC Partners. En ce sens, on ne peut pas mener le business comme d'autres sociétés. Lorsque quelqu'un vient travailler avec nous, avec moi, si je puis dire, mais avec nous maintenant, puisque maintenant on est plus de 10 pour gérer la société, on a on a un peu plus de 30 consultants sur le terrain, donc on est encore une petite boutique, mais il y a quand même pas mal d'humains dedans. Ouais. Et ben, moi, c'est un honneur. Moi, c'est un honneur qu'une personne décide de venir travailler avec moi, qu'elle soit interne ou indépendante. Je dois la protéger. Je suis là pour protéger ses intérêts. Et par conséquent, je ne peux pas non plus travailler avec tout le monde. Il y a des gens qui n'adhèrent pas à nos valeurs et je le respecte, ok, très bien. Dans ce cas-là, ils ne font pas partie de la communauté de DFC Partners. Et cette communauté, elle est réunie par aujourd'hui 3 personnes qui travaillent, qui ont complètement intégré ce que l'on est, parce que notamment, il y a Tatiana Lacroix, mon associée en charge de la communauté des talents, avec qui justement on a construit tout cet écosystème et qui maintenant a fait grandir son équipe. Eh bien, on essaye de trouver des gens qui résonnent à ce que l'on raconte et ils rentrent dans la communauté. Donc moi, je ne veux pas travailler avec tout le monde. Je veux Ouais. travailler avec des personnes qui vont faire résonance avec nos valeurs. C'est en ce sens, et je respecte tout le monde et je respecte tous les business, que je dis que nous ne sommes pas une plateforme parce que nous ne sommes pas une plateforme d'intermédiation. C'est quelque chose de beaucoup plus fort qu'on veut dans la relation avec les indépendants. Et d'ailleurs, les indépendants qui travaillent avec nous signent un contrat avec nous et nous signons un contrat avec le client final. Ouais. Nous ne Oui, faisons c'est pas vous que de la qui mise vous en engagez, quoi. connexion. Voilà. On s'engage, Mm. on s'engage, on s'engage parce que nous avons la totale confiance dans la capacité de notre consultant à mener sa mission à bien, même si nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs, nous sommes sur de la matière humaine. Donc, il y a nécessairement des erreurs, ou en tout cas, nos clients ne qualifient pas ça d'erreur. Ils considèrent qu'effectivement, on a essayé, que même eux, parfois, n'étaient pas très clairs dans l'expression des besoins, où la mission n'a pas évolué comme elle le devait, et on se quitte très, très bons amis, et même on va chercher parfois le profil qui va être le plus adapté à la bonne mission. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les ESN qui font des super boulots sur des missions prospectives, etc. Mais il est vrai qu'on a une partie de la population dans l'IT aujourd'hui qui a besoin d'exister, qui veut du respect, c'est un peu caricatural de dire ça, mais qui n'ont pas envie d'être un numéro. Non pas que les ESN traitent Mm. leurs collaborateurs comme des numéros, mais la masse est beaucoup plus importante, Ouais. nécessairement. Et puis, de moins en moins, les consultants ont envie de se faire imposer des missions. Ça aussi, Oui, il faut oui, le c'est vrai prendre en aussi, compte. hein. Bien sûr. Parce qu'ils ont aussi des valeurs, ils ont du sens. Il y a des gens qui ne veulent plus travailler dans le secteur du luxe, il y a des gens qui ne veulent pas travailler dans le secteur de la Ouais. pétrochimie, il y a des gens qui ne veulent pas travailler dans les jeux de hasard, où il y Mm. a des gens qui ne veulent pas travailler trop loin de chez eux. Je crois que sans
dire à tout le monde, oui, bien entendu, on peut vous trouver la mission à côté de chez vous, la mission qu'on vous convient, tout n'est pas magique, Oui. mais on essaye d'écouter un peu plus ces considérations-là. Oui, je voudrais juste un peu qu'on revienne, parce que c'est super intéressant ce que tu dis, et ce que je trouve vraiment pertinent chez DFC, c'est justement cet aspect humaniste et l'accent que tu mets sur les valeurs, et en même temps, il y a un focus sur le résultat, ce qui n'est pas toujours le cas chez certains cabinets qui sont très auto-centrés, tu sais, et qui mettent beaucoup en avant l'humain, etc. Et au final, la proposition de valeur est presque diluée, on ne comprend pas trop de quoi il s'agit, c'est très auto-centré et le client ne se retrouve pas dans le discours du cabinet. Et on peut en reparler, mais je voulais juste un petit peu revenir en arrière parce que tu as expliqué que tu étais consultant avant, que tu étais indépendant. Est-ce que tu peux, pour que les gens comprennent comment est-ce que tu en es arrivé là, parce que c'est quand même un sacré parcours, comment est-ce que qu'est-ce que tu faisais en tant qu'indépendant et voilà un petit peu le processus pour créer DFC, simplement le parcours un peu étape par étape. Alors, déjà, il faut que je te dise que moi, je suis juriste de formation. J'ai fait Ouais, mon droit à Paris 2, à SAS, 5 années de droit qui m'ont passionné. Et j'avais une autre passion qui était les technologies. Bon, je te parle d'un temps, je te parle des années 90, hein, donc Internet, naissance d'Internet, etc. Donc naissance de ce monde merveilleux qu'on est en train de vivre, hein, même si parfois il y a des travers, mais je dis toujours, attention, moi j'ai vécu la naissance de l'Internet, l'apparition du téléphone mobile, l'apparition de l'iPhone, le développement des téléphones, des ordinateurs portables. Enfin bon, voilà, c'est juste extraordinaire ce que l'on vit, et c'est pas terminé, hein. On vient de voir apparaître ChatGPT, voilà, et quelque part dans ce monde-là du numérique, on vit des révolutions à chaque fois extraordinaires ou des évolutions extraordinaires. Je me suis retrouvé après par opportunité à travailler dans le monde de l'expertise judiciaire en informatique et de l'expertise en informatique tout court. Donc en fait, j'étais expert en informatique pour le compte des compagnies d'assurance dans les années 2000, quand dans les entreprises, tu branchais un ERP. Je ne vais pas citer de ERP pour ne pas vexer de grandes maisons, mais à l'époque, bah, ça ne marchait pas du premier coup, hein, et puis des fois, ça n'aboutissait pas. Et à l'époque, les sociétés partaient en contentieux. Et là, les compagnies d'assurance proposaient à leurs clients un avocat, un expert, pour, d'une part, la compagnie comprendre ce qui s'était passé, mais aussi pour aller expliquer à l'expert désigné par un juge qu'est-ce qui s'était passé. Et donc là, je crunchais énormément d'informations, de comités de pilotage, voilà. Alors, dans un premier temps, c'était très papier. Après, tout ça a été très numérisé. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai créé une première société qui s'appelait legalassistance.fr, qui était sans doute la première legal tech en France, mais à une époque où il n'y avait pas de moyens de paiement sur Internet, etc. d'accord. Et pour les plus anciens, la bulle Internet s'est retournée. Je me suis retourné avec la bulle Internet. Je suis retourné Trop tôt. voilà, dans le business, il faut que jamais perdre de vue qu'avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Donc, effectivement, c'était trop tôt, bien vu. Je suis retourné à mes premiers amours. Mon mentor m'a repris, puisque voilà, j'ai travaillé 12 ans avec une personne qui a été vraiment mon mentor, qui m'a appris à bosser mes dossiers, etc. Et puis, on s'est associés. Et puis, c'était aussi un père spirituel. Et puis, bah, dans la vie, il arrive un moment où il faut tuer le père spirituel. Il se trouve qu'une troisième personne nous a aidés à faire ça, puisque j'avais commencé à développer le business de redressement de projet qui marchait très bien sur ma méthode de modélisation des causes de dérive et d'échec. Et une troisième personne était rentrée pour développer ce business et a été un peu toxique avec le seul objectif de me sortir du cabinet. Et D'accord. elle a réussi à retourner un peu mon mentor. Et ça a été une période très, très noire de ma vie. Je le dis parce que ça peut peut-être aider certaines personnes. Ouais. Ça a été ça a été une période extrêmement noire de ma vie. Et je dis souvent, je le dis aussi à mes garçons, des fois, il arrive des choses très, très difficiles dans nos vies professionnelles, mais on s'aperçoit pas on ne sait pas encore que c'est la chance de notre vie. Ben, moi, la chance de ma vie, ça a été que j'ai démissionné. J'ai tout laissé tomber du jour au lendemain et que je me suis retrouvé dans l'obligation de me réinventer quelque chose très rapidement parce que j'avais très peu d'argent devant moi, j'avais une famille, des crédits et je ne m'étais jamais véritablement vendu à des sociétés puisque j'avais tout de suite travaillé après la fac. Et donc, bah, j'ai créé une société et puis des clients que j'accompagnais pour le redressement de projet ont continué à me faire confiance et c'est comme ça que j'ai créé David Feldman Consulting.
D'accord. Donc tes premiers clients venaient, ouais, étaient des personnes que tu avais dans ton réseau, quoi. Oui, tout à fait. C'est la chance que j'ai eue, c'est-à-dire que je travaillais avec des clients et c'est vrai que dans le conseil, et surtout quand tu es en redressement de projet, tu es un peu Ouais. comme un docteur. Tu sais, c'est bonjour, je suis malade, j'ai un projet qui va pas bien. Tu arrives, tu apportes plein de solutions, ça marche. Le directeur des systèmes d'information, le directeur métier, il déploie une confiance extrêmement importante en toi parce que tu lui enlèves Ouais. une épine du pied. Donc, en Mm. fait, ces personnes-là m'ont dit, mais David, nous, on veut continuer à travailler avec toi. Et ça a pu se faire. Alors, j'avais aussi les conditions pour se faire, hein, absence de clause de non-concurrence. Bon, ça a faillité un peu pendant 6 mois. Ça a été une autre période très, très difficile parce que j'étais très naïf à l'époque, pas du Mm. tout capé sur tout ça. Puis on n'avait pas, on parle de 2010, on n'avait pas toute l'information qu'on a Ouais. aujourd'hui sur Internet ou se renseigner. C'est quoi une clause de non-concurrence? Pas de Ouais. clause de concurrence. Tu n'avais pas les mentors comme on a aujourd'hui, les coachs ou les copains que tu peux appeler ou les WhatsApp. Et les gars, là, il m'embête, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'était une période assez stressante, mais effectivement, j'ai été porté par ses clients. Et donc voilà comment s'est créé DFC. Alors, excuse-moi, comme je t'ai dit, je suis bavard, je parle beaucoup et du coup, T'inquiète pas, c'est très bien. tu me recentres sur la réponse que tu attends de ma part. Tu me disais, la question c'était, Comment est-ce que tu as, enfin, quel a été le parcours pour créer DFC parce que tu étais indépendant de base, enfin, là, voilà, tu es en train de retracer. donc tout à fait. Donc je me retrouve indépendant. Pareil, avec beaucoup de naïveté, et je le dis aussi, moi j'étais juriste, j'avais pas, je savais pas ce que c'était tout ça, je me suis laissé porter, je comprenais pas, je cherchais pas trop à comprendre, je faisais ce qui me plaisait, c'est-à-dire que j'allais aider les clients à éviter l'échec d'un projet qui est juste catastrophique. En tout cas, l'échec d'un projet coûte beaucoup plus cher qu'un redressement de projet. Et je réfléchissais pas. À la fin de l'année, j'ai un expert comptable qui venait me voir, qui me dit oui, il faut payer tant d'IS. Bon, je réfléchissais pas trop. Et voilà, je dis aux gens, vous n'êtes pas obligés d'être bon sur tout. Le fait est que je m'en suis sorti sans maîtriser la compta, sans avoir un plan de carrière. Par contre, je travaillais énormément. Je travaillais énormément et vraiment avec un sens client très fort. Voilà. Et donc, quand j'étais indépendant, j'ai découvert une vie merveilleuse. Euh, Aujourd'hui, ce que je fais me ravit. On en parlera peut-être en tant que chef d'entreprise, mais là, c'était merveilleux parce que je travaillais en direct avec les clients, je travaillais pour moi, j'avais l'impression d'être utile. Les clients m'appelaient, me demandaient de venir les aider. Je travaillais avec les équipes, la confiance se créait, les équipes faisaient appel à mes services. Et puis aussi des choses assez prosaïques, il faut le dire, hein, c'est qu'à la fin du mois, ben, tu vois une somme d'argent qui t'arrive en direct, là. Alors après, tu payes tes charges, etc. Mais quelque part aussi, ça valorise ton travail, tu vois, Oui, la bien sûr. valeur de ton travail. Mm. Donc, tu es en direct avec plein de choses qui sont quand même très filtrées quand tu es dans une société. Euh, et quand, bien entendu, ça marche, et j'étais full-time, hein, il y a 2 années où j'ai fait 300 000 euros de chiffre d'affaires à moi tout seul. Hein, donc, effectivement, c'est énorme. Je travaillais beaucoup, mais je ne savais pas à l'époque que c'était énorme. Je n'avais pas de moyens de comparaison. Aujourd'hui, Oui. pareil, tu vois, sur Internet, tu as des sites qui disent, oui, voilà, un indépendant Mm. comme ça, il gagne tant. Moi, je ne savais pas. Et donc, là, ça a été le bonheur. Ça m'a reconstruit aussi après des périodes difficiles dans mon ancien cabinet de conseil. Ça m'a reconstruit. Et donc, je travaillais beaucoup. Et c'est ça aussi que je note. Euh, je prends par exemple l'exemple d'un client qui avait un site à Moussy-le-Vieux, c'est derrière Roissy, à Paris. C'était très loin de là où j'habitais. Je pense que je devais faire peut-être 1 heure et demie de voiture aller et 1 heure et demie retour. Je m'en souviens Oui. même pas. C'était pas un problème pour moi. Je me posais pas la Comptez pas le question. temps. Ouais. Je comptais pas le temps. Déjà, j'étais très fier de travailler pour cette grande société. J'hallucinais de travailler pour cette grande société. Euh, c'est vrai que je travaillais pour moi. Et je me posais pas la question. Et mes enfants étaient petits, voilà. Alors, c'était pas le même monde aussi. Hein. Mm. Aujourd'hui, les papas sont beaucoup plus engagés
dans la vie familiale que peut-être ma génération, sans masochisme. Mais c'est vrai que bon, ça aurait peut-être été un petit peu différent aujourd'hui. Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce qu'on attend d'un indépendant. Un indépendant, on attend l'engagement au travail. Euh, euh, il y a parfois nos clients nous le disent que bah, c'est plus compliqué avec les internes parce que bien entendu, Ouais, s'ils sont dans une société, il y a une bonne raison aussi. Ils ont les choses sont peut-être un peu plus contraintes, hein. Et aussi, je le dis avec beaucoup de respect, il y a des collaborateurs salariés qui restent salariés et parce qu'ils ont raison, parce que ça leur convient très bien. bien sûr, Et c'est bien tout sûr. à fait respectueux. Tout le monde n'est pas fait pour être indépendant. Ouais. Donc, ce côté-là était merveilleux. Je le dis à tous ceux qui veulent devenir indépendants. C'est une vie merveilleuse. Il faut accepter l'incertitude du lendemain. Yann, tu le sais bien aussi. Euh, on n'est pas certain de travailler tous les matins. Ça demande une gestion financière un peu plus fine, mais c'est quand même aussi sympa dans la vie de pouvoir se lever et de se dire, tiens, j'ai 2 semaines devant moi où je vais attendre qu'on m'appelle pour éventuellement trouver une autre mission, mais pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. C'est une autre façon de voir la vie qui, je pense, colle de mieux en mieux à ce qui est attendu aujourd'hui par les nouvelles générations, mais ce qui est attendu également aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, par des personnes entre 40 et 65 ans qui, dans la grande entreprise, ne se retrouvent plus, ou la grande entreprise ne sait plus trop comment collaborer avec eux, et qui, dans le freelancing, le management de transition, se retrouvent une nouvelle vie. Et ça, c'est aussi merveilleux. Et je vois des seniors hyper complètement, je ne sais pas comment vous le dire, épanoui, épanoui. Et c'est fabuleux. Hier soir, nous avions nos soirées rituelles chez DFC Partners qui s'appellent les Happy Hours dédiés aux consultants. Il y a tous les âges, il y avait des très jeunes, des moins jeunes, des seniors, avec voilà, des consultants, des managers de transition. Et franchement, il faut voir ces gens qui ont entre 50 et plus de 60 ans, mais radieux, radieux, en pleine santé, radieux. Et voilà, moi, je crois irrémédiablement à ça comme un chemin de vie extrêmement vertueux. Et c'est pour ça que j'ai dédié une partie de l'activité de DFC Partners à la construction d'une communauté d'indépendants humaine, développée par des humains, avec des relations humaines, pas qu'en visio, avec des événements où on se croise, où on se forme, où on apprend des choses. Voilà, c'est ça aussi que je défends. Non, c'est intéressant. Est-ce que tu peux décrire le premier, enfin, ouais, le premier gros succès que tu as eu avec DFC, avec un client, par exemple, enfin, vraiment le jour où tu t'es dit, waouh, je suis vraiment là où je dois être, en fait. Euh, Je ne sais pas si c'est avec un client. Je vais te dire, je vais répondre à ta question. Tu me diras si j'y ai bien répondu après. Pour moi, je me suis pris positivement une claque l'année dernière. Ok. Quand David Gelrubin, qui est le président d'un cabinet de conseil qui s'appelle Tasman, que je croisais tous les ans à une manifestation professionnelle qui dure 3 4 jours dans le sud de la France, qui s'appelait les entretiens numériques de Finaki. Les anciens appelaient ça les entretiens d'Opio. On se croisait et je voyais ce jeune homme, 45 ans, se lever avec une sérénité et à la fois une assurance, capable de parler de choses IT extrêmement bien, voilà, comme quelqu'un qui effectivement vient d'un cabinet de conseil, serrer les mains à plein de directeurs des systèmes d'information. Moi, j'ai essayé d'avoir des contacts dans ce monde-là et je trouvais ça génial. Il était plus jeune que moi, il y arrivait. Et voilà, je passais rapidement là-dessus, mais on a eu quelques contacts, ça a fité, on s'est retrouvés, le Covid est passé par là, ça a mis plein de choses en stand-by. Et puis un jour, David est venu me voir en me disant, écoute, on a l'idée de faire quelque chose en plus de notre cabinet de conseil, donc il s'appelle Tasman, avec les indépendants. On voit bien cette population croître, qui devenir de plus en plus importante dans le monde de l'IT, notamment sur ton métier, sur ton domaine de la chefferie de projet. Mais nous, on est un cabinet de conseil, on a 75 personnes, c'est des collaborateurs. On ne peut pas faire ça dans Tasman, on va le faire à côté. On a drafté l'entreprise et puis une fois qu'on a fini, on s'est dit, mais attends, mais en fait, TFC l'a fait.
Et donc, David est venu me voir avec les deux autres dirigeants de Tasman et m'a proposé une alliance. Et là, je me suis pris une claque. Là, je me suis dit, mince, mais en fait, tout ce que j'ai fait, en fait, a de la valeur. Et je ne le percevais pas jusqu'à présent. Bon, j'ai un problème structurel de confiance en moi, mais, mais, euh, mais on travaillait aussi beaucoup avec les indépendants. Le nombre de personnes qui sont venues me voir en me disant, ben oui, mais bon, vous travaillez essentiellement avec des indépendants, donc vous ne créez pas de valeur. Euh, pour moi, c'était un sujet, c'était un problème, alors qu'aujourd'hui, on voit bien, et on parlera peut-être après des logiciels, par exemple, qu'on est en train de développer, auxquels Ouais. notre communauté d'indépendants a participé. On voit bien effectivement qu'on a créé de la valeur. Donc oui, ma grande réussite là, elle s'est passée en 2022, donc ça veut dire 12 ans après la création de DFC, où on est venu me voir pour me dire, en fait, on a envie de rentrer à ton capital et on te propose une alliance. Ok. Et c'est une première victoire. Le fait, jusque-là, il y a eu des victoires qui ont été une progression parfois énorme du chiffre d'affaires, puisque on est habitué chez DFC à des hypercroissances. Euh, mais c'est pas des victoires pour moi. C'est D'accord. pas. C'est pas le plus important, quoi. C'est important, je ne le perds pas de Bien vue. sûr. J'ai des personnes dans la société qui m'ont fait confiance et je suis là pour leur assurer qu'ils peuvent développer, grandir et avoir des enfants et voilà et développer leur chemin de vie grâce à DFC Partners. Donc je ne le perds pas de vue, je suis quand même chef d'entreprise, mais pour moi, je défendrai irrémédiablement les valeurs qui sont pour moi des valeurs. J'ai un combat sociétal par rapport à ça, oui, tout à fait. Ok. Ouais, non, c'est un engagement assez fort qu'on retrouve pas forcément partout. Je vais t'embêter, on va parler de croissance quand même parce que c'est un truc qui intéresse Mais les non, mais entrepreneurs. Je on voulais te parlait. demander un petit peu comment aujourd'hui, donc tu as démarré avec des clients qui te faisaient déjà confiance, qui ont embarqué avec DFC. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à développer voilà, ta clientèle, générer des clients à l'heure actuelle? Alors, Tu as un canal principal premièrement, d'acquisition? premièrement, trois choses. Le réseau, le réseau, le réseau. Toujours. C'est fou, mais d'une part, je veux dire, si lorsque j'ai créé DFC, il y avait tous les moyens qu'on a aujourd'hui de développer un réseau, notamment LinkedIn, je suis très présent sur LinkedIn parce que, Oui. waouh, ça aurait été formidable. Donc, moi, à l'époque, mon LinkedIn, c'était petit déjeuner, déjeuner, dîner, rencontre, etc. On va en parler. C'est très important, je le dis à tous ceux, notamment à tous ceux plus jeunes qui se lancent. Travaillez tous les jours votre réseau. Prenez un Excel, prenez un outil, peu importe, mettez le nom de personnes qui sont importantes pour vous, notez-les, de les rappeler. Tu sais, il y a un truc que je fais, Yann, j'ai fait un post là-dessus d'ailleurs, sur les petits gestes. Moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je ne veux pas que les gens pensent que je les contacte pour des raisons business. Ouais. Je suis chef d'entreprise de DFC, je suis un des développeurs de DFC, donc je me dois d'avoir des relations de bizdev, mais je ne veux pas que les gens pensent que je les appelle pour ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse chez les gens, c'est les gens, c'est l'humain, c'est l'homme ou la femme, c'est ça qui m'intéresse. Donc, euh, très souvent, je fais des SMS, je fais des petits messages, je fais euh, comme ça dans la journée, je suis dans ma voiture ou je suis au bureau, je dis tiens, mais comment il va un tel, je ne l'ai pas eu de hop, petit SMS, comment tu vas? Comment tu Ça vas? Ça me intéresse, fait quoi. plaisir de prendre des nouvelles. Donc, le réseau, ça se travaille. Ça peut se travailler de manière totalement humainement, parce que ça veut dire qu'on garde le contact avec des gens, parce qu'ils ont de l'importance pour nous. Si les gens n'ont pas d'importance pour vous, les mettez pas dans le réseau, même si c'est des gros donneurs d'ordre, etc., parce que vous ne serez pas authentique. Ouais. Il faut être authentique. Nous sommes dans un monde où l'authenticité se perd, puisqu'on parle de fake news, on parle de comment on Fake, appelle ouais. ça, de deepfake. Enfin, Mm. voilà, on est dans un monde où on perd l'authenticité. Si vous êtes authentique, les gens vont le ressentir et de plus en plus de gens souhaitent de l'authenticité. Donc, n'allez pas créer un réseau avec des personnes qui ne vous correspondent pas ou avec qui vous n'avez pas envie de travailler, ça ne marchera pas. Mais il Ouais. faut travailler le réseau. Donc, effectivement,
je suis qui plus est, j'ai une autre passion qui est la gastronomie, donc je prends beaucoup de plaisir à aller au restaurant et à dîner, déjeuner avec. Et j'ai fait ça parce que j'avais pas LinkedIn à l'époque et j'ai fait ça. D'accord. Et j'ai fait ça avec, voilà, avec encore une fois, beaucoup d'humanisme parce que j'allais voir les gens que j'avais vraiment envie d'aller voir. Ça, c'est le premier point. Euh, tous les, pendant des années, d'ailleurs sans doute trop, je me suis refusé à monter une force commerciale. Parce que justement, pour moi, ça allait à l'encontre de l'authenticité que je voulais. Donc, pendant des années, pendant quasiment 12 ans maintenant, c'est moi qui ai fait le commercial de DFC. Tous les jours, je ne me couchais pas sans avoir eu une action commerciale directe ou indirecte, que j'appelais commerciale. Ouais. Un message, un mail, un SMS, tous les jours. Il ne se passait pas un jour. Et ça, c'est le problème souvent des indépendants aussi. C'est que quand on est indépendant, eh ben, on est la tête dans le guidon de sa Mm. mission, on rentre le soir, on est crevé, et on se dit, ah ben non, j'ai pas fait de commercial. Au bout de 6 mois, on n'a pas fait de commercial. Ouais. Puis un jour, la mission s'arrête et on se retrouve le bec dans l'eau. Ça Pour une arrive très souvent. entreprise, c'est la même chose. Mm. Pour une entreprise, c'est la même chose. Donc, je m'étais donné cette pratique, comment on dit maintenant, ce rituel, euh, cette pratique le D'habitude. matin. Là, Ouais. Ah oui, la morning euh, routine. ben voilà, alors, je me suis donné, maintenant, on appelle ça une routine, je m'étais donné Ouais, une cette routine. routine d'avoir une action commerciale tous les jours. Ça a été très important, Yann, en 2014, lorsque j'ai échoué avec une association où j'ai perdu beaucoup d'argent, où j'ai dû relancer DFC de zéro, une trésorerie très faible, enfin très dégradée, parce que j'avais mis DFC en sommeil pour travailler sur l'autre société que j'avais créée avec l'associé. Mhm. J'avais mis en sommeil mon réseau, j'avais mis en sommeil DFC, et en 2014, je me suis retrouvé à tout relancer. Et ça a été très difficile. Il n'y avait pas un midi où je ne déjeunais pas avec quelqu'un qui, directement ou indirectement, pouvait m'aider. Et donc, ça, je le dis, c'est vraiment quelque chose de très important. On peut tout imaginer, des pratiques de contact via LinkedIn, etc. Ouais. Et on va y venir, c'est très bien. Mais la base, c'est le réseau. Et aujourd'hui, personne n'a d'excuse valable pour dire ah bah je sais pas ou j'ai pas pu prendre soin de mon réseau. Non, c'est Mm. pas vrai. Un mail, un SMS, un message LinkedIn, c'est pas vrai. Et déjà la base aujourd'hui, surtout quand on est dans le métier du service aussi, prenez soin de votre page LinkedIn. C'est aujourd'hui euh, la référence, Vitrine. en tout cas dans la vitrine, dans le monde qui est le nôtre. Sur LinkedIn, il y a des recommandations. Je suis très marqué parfois de voir qu'il y a des profils où les gens n'ont pas de recommandations. Ouais. Euh, c'est vrai, des fois c'est un peu difficile de demander une recommandation, mais c'est gagnant-gagnant. Moi, il y a des personnes qui m'ont demandé une recommandation, je dis avec grand plaisir, et tu en fais de même. C'est comme ça que j'ai obtenu des recommandations sur mon compte. C'est important, ça aussi, pour que les prospects voient. Il y a rien de plus fort. Je regarde aujourd'hui, quand on cherche un restaurant, etc., on va voir les étoiles sur Google, on va voir Bien les sûr. avis. C'est des recommandations. Et Bien ben, nous, sûr. c'est la même chose. Je Quand peux on a donner des un gens. exemple concret par rapport juste à ce que tu dis. Tu vois, ton témoignage qui est sur mon profil LinkedIn m'a sans doute rapporté pas mal de contrats. Tu vois, je vais pas donner de ça, mais forcément, parce que les gens font confiance quand il y a des recommandations, quoi. C'est essentiel. Et bien sûr, la recommandation, c'est essentiel. Et ça, on ne le fait pas. Alors, peut-être par gêne, hein, et je peux le comprendre, hein, Mm. mais il faut se forcer à le faire parce que il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui dit c'est un professionnel, il est bon là-dessus, etc., etc. Ouais. Euh, euh, Ensuite, bah, tu le sais bien, on a travaillé ensemble. Je crois que c'était en 2018, Ouais, Yann, ça fait et c'était le début un du moment. gros Ouais. hacking. Hein, c'était le début du gros hacking. Et effectivement, là, tu proposais un service que je trouvais complètement dans l'air du temps, qui était de dire, ben, il y a une plateforme qui s'appelle LinkedIn, on peut prendre des messages, envoyer, dire coucou, regardez, je suis là, est-ce que ça vous intéresse qu'on rentre en relation et après rentrer dans une relation et ben, je vais te rendre l'appareil. Euh, euh, on a aujourd'hui un client, on travaille toujours aujourd'hui avec un client qu'on a obtenu grâce à ces, euh, à ces recommandations-là. Alors aujourd'hui, beaucoup de monde le fait, hein, ça s'est Ouais. Oui, extrêmement oui, c'est démocratisé. démocratisé. Il y a même aujourd'hui des formations de gros hackers Mm. en école, et c'est très bien.
c'est bien entendu, comme tout le monde le fait, les messages sont devenus un peu moins naturels. C'est ah Ouais. bonjour, L'approche profil. a changé. Pour avoir des résultats, faut s'y prendre différemment aujourd'hui. Ouais. Voilà, il faut s'y prendre différemment, il faut recréer un peu de voilà. Mais donc là aussi aujourd'hui, il y a des professionnels qui sont souvent comme ce qu'on a commencé ensemble. Yann, tu étais indépendant aussi. Ouais. C'était très bien pour notre taille, mais tu avais une vraie maîtrise du sujet. Effectivement, on a fait ça, ça nous a rapporté des contrats, ça nous a fait grandir aussi. Ce qui a été moins pertinent à ces époques, c'est des agences. Là, j'ai été un peu plus Là, j'étais un peu plus embêté. Il y a des agences qui sont venues nous voir avec des grandes méthodes Ouais. d'inbound marketing, etc., pour développer. Et ça n'a pas marché parce que ces agences ne comprennent pas qu'on était trop petits, hein. Ils nous ont proposé des CRM, HubSpot, Ah oui, c'est trop etc. Mais compliqué. Ouais. c'était trop compliqué. Je Hmm. leur disais, vous nous avez vendu une Ferrari et nous, on ne sait pas la Ouais. conduire, quoi. On n'a pas. Et ça, je reprochais un peu à ces agences de ne pas avoir l'honnêteté intellectuelle de dire non, mais attendez, pour travailler avec nous, il faut que vous ayez en interne telle personne, que ça soit justement un responsable gros hacking Ouais. un responsable marketing, etc. Et moi, j'étais pas du tout. Donc, on m'a vendu un peu des contrats très chers qui m'ont servi à Hmm. rien. Mais si ce n'est me faire grandir, faire que je comprenais. Et ça, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, pour Ok. terminer sur la réponse, depuis maintenant 2 ans, on a commencé à travailler avec une boîte et on a internalisé un de leurs collaborateurs, BizDev, D'accord. Il était un façon, business en interne alors. façon un peu anglaise de dire commercial. Voilà. Ouais. Là, j'ai considéré qu'effectivement, il y a un moment où tu as besoin d'avoir quelqu'un qui maîtrise complètement ta culture d'entreprise, qui s'en imprègne tous les jours, surtout quand on a ce dont je t'ai parlé depuis le début, voilà, ces valeurs. Moi, je ne veux absolument pas euh, qu'on ait un discours commercial. Je vais y venir Hmm. après. Et donc là, j'ai considéré vraiment qu'il fallait internaliser quelqu'un. Euh, la chance que l'on a eue sur d'autres rôles aussi chez DFC Partners, c'est de Hmm. commencer à travailler avec des personnes qui étaient soit indépendantes, soit dans des boîtes. Et après, ces personnes-là nous ont dit, mais en fait, nous, on souhaiterait travailler avec DFC Partners. Et donc, c'est des gens qui se sont inscrits dans le projet d'entreprise, la raison d'être de DFC Partners sur les valeurs. Et donc, c'est des gens qui incarnent complètement ça. Donc, par exemple, Gauthier Flip, qui est notre BizDev, euh, sa façon de présenter la proposition de valeur de DFC n'est pas du tout une façon commerciale. On part très souvent des valeurs pour en arriver très à la fin au service. Et je crois aussi, si tu veux, Yann, il faut être très clair, hein, euh, on arrive aussi à une maturité de nos donneurs d'ordre qui, pendant des années et toute la journée, entendent les cabinets de conseil, les prestataires, quels qu'ils soient, avoir la même ritournelle. Et donc, Ouais. si tu veux, si tu commences à dire, à avoir la même ritournelle en 10 secondes, c'est terminé. Tu Hmm. n'as pas créé le lien de confiance. Ouais, Donc, il bien sûr. faut avoir aujourd'hui des discours très différenciants. Si tu veux, je te donne 2 exemples, par exemple, qui me sont arrivés il n'y a pas longtemps. On a eu une personne assez haut placée dans un grand compte français qui avait 30 minutes à nous accorder en visio. Et au tout début de la visio, la personne me dit, donc vous projetez vos slides? Et je lui dis, ah ben non, non, moi, je n'ai pas de slides. Enfin, j'en ai, mais Ils si sont vous voulez, je vous tellement en faites formatés un. que. Ouais. Mais c'est absolument pas. Voilà. Et on a commencé à parler. Donc, quel était son périmètre? Je lui ai bien entendu expliquer ce que l'on faisait pour que, quand même, on place un petit peu le contexte. Et il se trouve là que les, le- les faits m'ont un peu aidé, puisque on a fait les mêmes études. D'accord. Donc, En j'étais commun. intrigué par le fait qu'elle ait suivi un chemin de vie pas très loin du moi, parce que c'est vraiment une personne apparemment très experte sur le management de projet, avec les mêmes études. Et je lui ai dit, mais vous savez, on a un point commun, on a fait des études de droit, et dites-moi juste par intérêt intellectuel, je voudrais comprendre. Et du coup, on est passé sur l'humain, et on a passé un entretien beaucoup plus sympathique que le truc super formalisé. Et après, j'ai eu l'outrecuidance de l'inviter sur mon podcast, parce que j'ai envie de la connaître.
j'ai envie de la connaître. Le C'est un business vrai arrivera échange. sans doute. Le business arrivera sans doute. Oui, oui, oui. Toujours. C'est un échange, quoi. Un Mais, vrai mais échange. oui, et voilà, à un moment, il faut. Et on passe par autre chose. Et pareil, là, sur une très grande banque française, là, on a eu des échanges hier. Je te parle de quelque chose qui m'est arrivé hier, où on a un monsieur qui a beaucoup d'expérience, beaucoup d'années d'expérience, et qui en a vu des tonnes des cabinets de Ouais. conseil, etc., et qui passe des messages en disant, vous savez, nous, les cabinets avec lesquels on travaille, il faut que ce soit des partenaires. Hmm. Bon, je me suis dit, bah, je vais abandonner tout ce qui est argumentaire sur ma proposition, sur mes services, et Ouais. puis je vais lui parler de ce qui me tient à cœur, ce dont je vous parle à vous, j'espère, qui nous regardez aujourd'hui, c'est-à-dire voilà ce qui me tient à cœur en termes de valeur et comment j'imagine aujourd'hui faire du business. Et je pense que ça lui a fait plaisir. Enfin, je pense Hmm. que voilà, quand on termine l'échange avec un prospect qui vous dit j'ai passé un bon moment, merci pour l'échange, ça me touche, ça me Ouais. touche. Oui, c'est une Et connexion. Mais le bon gros hacking aujourd'hui, c'est la création d'un véritable lien, en fait, une vraie connexion. Et c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup. Et du coup, c'est chouette que tu en parles parce que tu es un réseauteur naturel. En fait, parce que tu aimes les gens, tu t'intéresses aux gens. Et souvent, c'est pas évident de faire comprendre que c'est comme ça que ça marche, en fait. Que pour développer son business, il faut être comme ça. Il faut vraiment s'intéresser aux gens. Faut pas feindre l'intérêt, etc. Et c'est comme ça que les choses se passent naturellement, qu'on arrive à décrocher plus de contrats, etc. Et tu as un bel exemple par rapport à ça. je pense que ça prend du temps, faut Ouais, le dire aussi. Euh, Très clairement, par rapport à d'autres acteurs qui se sont placés sur des sujets connexes. Nous, je dis connexes, pourquoi? Parce que nous, on, on a cette communauté de consultants indépendants qu'on construit pour proposer des talents à nos clients. C'est pas mon seul objectif. Je ne veux pas être une plateforme, je ne veux pas être une ESN ouais, et pas avoir pour seul objectif. Moi, mon objectif, c'est d'optimiser l'efficience des projets de transformation numérique. Et c'est un package global entre on accompagne des projets, que ce soit avec des internes ou des indépendants, ce n'est pas le sujet du client. Nous, on construit l'équipe la plus efficiente. Effectivement, après, on a cette capacité avec cette communauté de consultants indépendants. Et puis, il y a aussi les logiciels que l'on développe. Donc, je ne suis pas complètement que orienté vers le placement de consultants indépendants, mais il y a des acteurs aujourd'hui, notamment des plateformes, voilà, qui font le match. Il y en a plein aujourd'hui qui font ça. Et encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour tous les business, et elles se développent super rapidement par rapport à nous. Euh, Notre développement est plus lent. Je mise sur un développement plus lent, peut-être une existence plus longue aussi, hein. mhm, Une boîte, une société, c'est un château de cartes, hein. ouais, Faut, tout, tout peut, tout peut se déconstruire assez rapidement. Donc, il faut vraiment que les fondations soient très fortes in fine, un beau développement bien solide avec somme toute un très beau chiffre d'affaires, une belle rentabilité parce qu'on aura pris le temps de construire ces relations de confiance. Mais je le dis, force est de constater que notre développement est plus lent. ouais. Ok. On pourrait parler des heures. Je vais te poser encore quelques questions, mais c'est vachement enrichissant et je pense pour ceux qui écoutent et regardent aussi. Je voulais te demander par rapport à cette dimension justement à cette communauté que tu construis. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de trouver les perles rares? Quels sont les enjeux par rapport à ça? Euh, dans les consultants pour notre Ouais, communauté indépendante, ouais, euh, alors, oui et non. Non, parce qu'aujourd'hui, on a mis une équipe en place avec quelques moyens outillés pour capter les talents et que je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles à ce que l'on défend. Donc, j'ai peut-être l'immodestie de penser que les talents ont envie de venir travailler avec une boîte comme DFC parce qu'on mm, défend ce que je vous ai présenté ce matin. ouais, Et que mon équipe qui est en charge de la communauté des talents a complètement intégré tout ça. Et c'est ça qu'on présente d'abord aux consultants. Et les consultants m'en parlent souvent. mm, Donc j'espère qu'en ce sens, on puisse être un aimant à talent. ok, Oui, il y a une difficulté. Et d'ailleurs, j'ai écrit un post LinkedIn là-dessus. Parce que le problème aujourd'hui, c'est de trouver des talents. C'est pas de trouver des compétences. Des ouais, compétences, il y en a plein.
Mais des talents, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les compétences comportementales sont tout aussi importantes que le savoir-faire. L'intelligence de situation, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, le sens du bon sens. Les clients attendent un savoir-faire, mais sont aussi dans un monde d'entreprise où il y a la volonté d'accompagner les métiers, des métiers qui peuvent être parfois pas euh, un peu technophobes, hein, faut le Mm. dire, ou en tout cas, c'est pas leur matière, donc ils maîtrisent pas. Donc, on peut plus aujourd'hui, comme à l'époque, avoir un monde d'experts où on vient et on dit, attendez, moi, l'informatique, je maîtrise, c'est normal que vous n'y connaissiez rien, c'est compliqué, c'est moi l'expert, donc donnez-moi votre besoin, je vais tout régler, je reviendrai dans 6 mois avec le Ouais. logiciel. Bon, ça marche absolument plus comme ça, parce Mm. qu'on a tous des logiciels dans la main, on veut tous la même chose et la même réactivité que ce que l'on a là, et donc on a besoin d'avoir des personnes qui ont cette intelligence émotionnelle, de savoir quoi dire, quand le dire, comment le dire, avec quel tempo, peut-être même avec quel ton de voix pour que tout se passe bien sur le projet. Ça, c'est des talents. Euh, il y a très peu d'écoles aujourd'hui. Je connais très peu d'écoles. J'espère bientôt recevoir une directrice qui forme des ingénieurs avec un mode alternatif de Mm. formation par rapport aux écoles d'ingénieurs. Mais regarde, notre système scolaire ne parle absolument pas de développement personnel, Les soft il ne skills, parle oui. Les absolument de soft soft skills. skills, Mm. si ce n'est des actions comme Solène Boquillon-Le Goisiou qui a développé la société Soft Kids pour former, pour développer les soft skills chez les jeunes écoliers dès le CE2 que j'ai reçu sur mon podcast Human and Digital Angels. Et ça commence à peine. Mais donc, on est en manque de talent. Et nous, on a du mal à trouver des talents. Voilà. D'accord. Ok, non, c'est intéressant de faire la distinction. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à des consultants qui voudraient se lancer, avoir le même succès que toi? Euh, Succès, C'est l'avenir moi le qui le dis. dira. Tu peux être humble, c'est moi qui le dis. Euh, Lancez-vous, soyez exaltés, soyez exaltés. Non, je pense que surtout, il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. On nous a tellement dit, des fois nos parents nous disent tellement, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, qu'on finit par avoir peur. Euh, c'est toujours difficile. On a toujours peur tant qu'on ne l'a pas fait. En fait, une fois qu'on l'a fait, souvent je dis aux personnes qui veulent devenir indépendantes, au final, quel risque véritable vous prenez? Si jamais ça marche pas, vous avez toujours la possibilité de retrouver un poste dans une boîte, etc. Euh, je dis, qu'est-ce que je peux leur dire pour avoir, en tout cas, le même succès en tant qu'indépendant, pas forcément en tant Oui, qu'entrepreneur, hein, oui. on est d'accord, Oui, ou Yann? qui voudraient En tant développer un cabinet de conseil, même passer d'indépendant aussi à entrepreneur, parce qu'il y en a des personnes qui veulent faire ce pas-là. euh, Si vous créez quelque chose aujourd'hui, euh, créez-le parce que ça fait du sens pour vous. Et déterminez quel sens vous voulez donner à votre création. Appelez-le sens, raison d'être, peu importe les mots. Mais il faut que ça vienne de vos tripes. Euh, Si vous faites quelque chose pour faire du business, développer du chiffre d'affaires ou parce que vous sentez que tel marché a pris et il faut absolument se mettre dessus, peut-être que vous réussirez un temps. Un temps. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint. C'est à minima un marathon. Euh, Peut-être même une course beaucoup, beaucoup plus longue. Donc, il faut tenir sur la durée. Et je crois qu'il n'y a rien de plus fort pour tenir sur la durée que l'authenticité et le sens. Voilà mon ultime conseil. D'accord, non, super. Et alors, bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à toi et à DFC de manière générale? Alors, ADFC, DFC va changer de nom cette année, donc Ok, ADFC d'avoir déjà un nouveau nom ok, qui exprime totalement le,
tout ce que j'ai essayé de vous transmettre aujourd'hui en termes de valeur et de sens. C'était ma volonté en enlevant ce trigramme de la société, c'est marrant, qui est un sujet qui n'est pas facile pour mon équipe et même certains clients. On a tendance parfois à ne pas imaginer ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter je souhaiterais que les valeurs que nous défendons, je souhaiterais que le respect de l'autre, que l'amour de travailler avec l'autre, que la bienveillance, le parler vrai avec bienveillance, que le bon sens euh, ne soit pas qu'une réalité dans les petites entreprises comme la nôtre. J'aimerais que nous arrivions à perfuser nos valeurs là où certains prospects, certains clients auront l'honneur de nous faire confiance. Et que peut-être le monde, ou en tout cas notre société, se porte de mieux en mieux parce que nous serons revenus, où nous aurons retrouvé le sens de ces valeurs. J'aimerais bien arriver à ça avec mon équipe. T'incarnes bien ça et je suis sûr que tu vas participer à ce mouvement d'une certaine manière. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Juste avant de te dire au revoir, si les gens veulent te contacter ou entrer en contact, je peux mettre le lien de ton podcast en description, mais peut-être le site aussi. Où est-ce qu'ils doivent aller? Oui, alors moi, alors, j'aime bien. Mon grand plaisir, c'est de rencontrer des nouvelles personnes chaque semaine. Je suis ouvert à l'échange. Donc, mon adresse email, c'est dfeldman, Feldman, tout attaché, dfeldman @dfcpartners.fr. Je vais mettre en description. Voilà, le site, c'est encore www.dfcpartners.fr dans l'attente que l'on change de nom. La page, il y a ma page LinkedIn. Je suis très connecté sur LinkedIn, donc on peut m'écrire aussi sur LinkedIn. Il y a la page de DFC Partners sur LinkedIn. Il y a la page du podcast Human and Digital Angels, HDA, sur LinkedIn. Voilà, Je mettrai tous les liens, ouais, sans les problème. moyens de me contacter. Voilà. Ok, super. Merci encore, David, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. C'était un vrai plaisir. Yann, merci. Je voulais te dire que j'étais d'autant plus touché par ton invitation que c'est le premier exercice comme celui-ci que je fais. Ça fait pas longtemps que j'ai décidé de m'autoriser à parler. Comme ça, c'est encore un peu difficile pour moi. C'est parfait. Mais je te remercie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On a travaillé ensemble, on s'est contacté. Tu n'as cessé aussi de m'envoyer des nouvelles de toi. On a gardé le contact. Il n'y a pas de hasard. On est là pour une bonne raison. Et je suis très touché que tu aies pensé à moi pour faire ça. Et j'espère vraiment qu'on aura pu passer des messages et aider peut-être des personnes. Et je reste à leur disposition pour répondre à d'éventuelles questions complémentaires. Voilà. Mais j'en suis sûr, en tout cas. Je pense que ça va parler C'est un vraiment. discours un peu commercial, ça, hein, vers la fin. Oh, ça va, à la fin, ça passe, ça passe. Merci Merci, beaucoup, Anne. David. À la prochaine. À la prochaine. Un grand merci d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, mets un pouce, ça permet de soutenir mon travail. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin pour développer ton activité, tu as mes emails secrets en description ou alors tu peux cliquer sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.